Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Molimiton. Présent. Madame Poncelet. Présent. Madame Demangin-Conragon. Présent. Monsieur Gauchy. Présent. Monsieur Griffois. Présent. Madame Nanou. Présent. Madame Belloua. Pouvoir. Madame Roman. Pouvoir. Monsieur Felbaum. Présent. Monsieur Hens. Pouvoir. Madame Braun-Pivet. Pouvoir. Monsieur Jean-Pierre Assou. Présent. Madame Delpeuch. Présente. Monsieur Faussi. Présent. Madame Roman. Présente. Monsieur Metz. Présent. Madame Carré. Présent. Monsieur De Chamboran. Présent. Monsieur Burg. Présent. Madame Cabot-Suras. Présent. Monsieur Luc. Présent. Madame Politis. Monsieur Grouchko. Présent. Monsieur Vidal. Présent. Monsieur Allemand. Présent. Madame Pentecoste. Présent. Madame Leroux. Présent. Monsieur Lemasson. Pouvoir. Madame Lenardi. Présent. Monsieur Mandagaran. Présent. Madame Bicapas. Présent. Monsieur Guérini. Présent. Madame Doro. Présent. Et moi-même. Bon, le quorum est donc très largement atteint. Alors, mesdames et messieurs, avant de débuter la séance, je souhaiterais rendre hommage à Madame Emmanuelle Stanez, qui était professeure au Conservatoire Georges Bizet et qui est décédée ce 18 mai 2024 à l'âge de 55 ans. Emmanuelle est arrivée au conservatoire du Vésinet en 1997. Pendant toutes ces années, elle a su transmettre son amour de la musique à ses élèves qui, comme ses collègues, l'appréciaient grandement. Elle était aussi très investie au sein de la ville, en étant présente à chaque événement musical organisé au Vésinet. Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à l'ensemble de ses proches, en particulier à son époux, M. Livius Stanez, également professeur au conservatoire, à ses trois sœurs dont elle était très proche, ainsi qu'à son ami de longue date, M. Franck Guicher, directeur du conservatoire Georges Bizet. Pour honorer sa mémoire, je vous invite à vous lever et à respecter une minute de silence. Je vous remercie. Bien, je vous propose que Madame Delpeuch soit donc secrétaire de séance. Très bien. Je soumets donc à votre approbation le procès-verbal de la dernière séance, c'est-à-dire celle du 3 avril 2024. Et je voudrais faire une petite remarque sur ce procès-verbal, qui est en remarque en page 25, qui est une précision qui n'a pas été nommée relative à M. Molimiton, qui n'a pas participé de par sa fonction à l'intérieur de l'USP. Donc voilà, donc on va rectifier déjà. Je tenais à signaler. Pas de remarques sur ce compte rendu? Bon, très bien. Alors ensuite, il y a quelques comptes rendus des décisions prises par le maire, donc
entre les deux. Est-ce qu'il y a des demandes, des remarques par rapport à ça, Madame Carré? Alors, j'ai des remarques sur deux décisions. La première, la modification des tarifs du parking souterrain à la place du marché. Vous avez étendu la durée de gratuité du parking souterrain pour essayer de faire passer la pilule des travaux à venir dans le centre-ville, vu que vous allez supprimer un très grand nombre de places de stationnement en surface. Mais ça ne fonctionne pas. Les habitants n'ont pas envie d'aller dans ce parking, fût-il gratuit. Et vous ne pouvez pas les y forcer. Pourquoi n'ont-ils pas envie d'y aller? Parce qu'il est insalubre, parce que la sécurité n'est pas assurée, parce que le passage est très étroit et qu'on n'a pas envie d'abîmer sa voiture, parce qu'il est éloigné de pas mal de commerces. Cette décision n'a aucune utilité, elle n'aura aucun impact ni sur les usages, ni sur le mécontentement concernant votre projet d'aménagement du centre-ville. Très bien. Deuxième point. Deuxième point, ça concerne la demande de subvention sur le dispositif modernisation de l'éclairage public et réduction de la pollution lumineuse. Donc ça, cette décision concerne la trame noire. Vous avez décidé de supprimer l'éclairage public de 1h à 6h du matin. De nombreux Vésibondains, et même certains élus de votre majorité, sont opposés à cette suppression de l'éclairage en raison des conséquences en termes de sécurité. Elles sont de trois ordres: les cambriolages, les agressions, les accidents pour les piétons, les cyclistes, les trottinettes. Votre réponse est de dire que les chiffres montrent que la suppression de l'éclairage ne favorise ni les cambriolages, ni les agressions, ni les accidents. Mais ce sont des chiffres pour des zones très denses qui n'ont rien à voir avec le Vésinet. Le parc Princesse, par exemple, est totalement plongé dans le noir quand vous éteignez la lumière. Avez-vous des chiffres pour le Vésinet? Non. Votre adjoint a indiqué en commission que ce n'est qu'une expérimentation. Vous verrez bien s'il y a des accidents, et alors, s'il y en a, vous rallumerez la lumière. Vous ne pouvez pas faire des expérimentations qui mettent la vie des gens en péril. Monsieur le maire, connaissez-vous votre responsabilité sur le sujet? En cas de défaut d'éclairage ayant causé un accident, le juge recherche si des circonstances particulières témoignent d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, sont susceptibles d'engager sa responsabilité. Le cas échéant, le juge peut donc être amené, je cite, à établir le lien de causalité entre l'absence d'éclairage et le dommage qui résulte de l'accident, ou encore que le défaut d'éclairage constitue l'élément aggravant d'un accident. Il pourrait être reproché au maire une carence ou un manquement dans l'exercice de son autorité de police ayant conduit à la commission d'infraction. Ainsi, au nom des nombreuses personnes qui sont contre la trame noire, je vous demande de stopper cette expérimentation. Merci. Très bien, pas d'autres remarques? Monsieur Burg? Oui, monsieur le maire, sur cette fameuse demande de subvention, je suis assez étonné malgré tout de la logique qui consiste à demander de l'argent à la région pour étendre la lumière. J'avoue que c'est quelque chose qui, du point de vue de la simple logique, m'interpelle, sachant qu'il va s'agir essentiellement de remplacer, comme vous l'avez dit plusieurs fois, des ampoules qui fonctionnent par d'autres ampoules qui fonctionnent, et donc de générer en outre plus de déchets que ce que nous aurions à en générer si nous ne remplacions pas ces ampoules. Mais le simple fait d'avoir à demander de l'argent pour éteindre la lumière me semble une curiosité assez. Voilà, c'était la seule réflexion. Pour le reste, je pense que Mme Carré a parfaitement résumé la situation. Ok, très bien, merci. On connaît votre hostilité au LED. On va passer à la première délibération. Il n'y a pas d'autres questions. Donc c'est moi-même qui vais donc parler de la modification du tableau des emplois. Donc exercice habituel que vous avez lu. Donc, est-ce que je peux avoir le slide de présentation? Merci. Voilà, donc le tableau des emplois, donc c'est, encore une fois, hein, je reprécise que c'est la liste des postes qui sont ouverts, pas forcément des personnes qui occupent ces postes-là, donc qui sont budgétairement prévus, donc que les postes soient pourvus ou non pourvus. Donc il concerne les emplois de fonctionnaires stagiaires, titulaires, et les emplois de contractuels de droit public. Voilà, donc il est nécessaire pour que la collectivité dispose d'un tableau des emplois à jour, du fait qu'on en fasse un à chaque conseil municipal, à l'instar de toutes les villes, afin d'assurer le bon fonctionnement des services. Donc le nombre de postes inscrits au tableau des emplois permanents est arrêté à 329,
soit 15 créations d'emplois et 8 suppressions d'emplois. Alors je vous rappelle que 329 était le chiffre précédent, l'avant-dernier chiffre précédent qui avait été ramené à 322 pour vous montrer que c'est effectivement un tableau extrêmement dynamique. Donc je vous ai mis aussi donc, dans le tableau à côté donc, le nombre de personnes par catégorie A, B et C. Et donc vous avez donc la totalité du nombre de postes, de création d'emplois, de suppression d'emplois et le nombre de postes au total pour arriver au chiffre final de 329. Avez-vous des questions? Madame Cabot-Surras. Monsieur Gripo ensuite. Merci. Donc, chers collègues, par cette délibération, on nous propose la suppression de 5 postes d'agents en crèche. Mais derrière ces 5 postes d'agents, savez-vous combien de places en crèche sont supprimées pour les enfants du Vésinet? 72. Le message que je veux faire passer, c'est qu'à travers ces suppressions de postes, vous êtes en train de détruire le Vésinet. Alors rassurez-vous, je vais faire les calculs en détail pour que vous puissiez les suivre. Alors, s'il vous plaît, je vous prie de ne pas m'interrompre, parce que personne n'est censé prendre la parole lorsque le maire n'a pas donné. Merci, Madame Doro. Oui, je vous en prie, Madame Cabot-Surras. Alors, on continue, on s'arrête. Monsieur le maire, vous faites la Continuez. de l'Assemblée. Merci. Donnez le détail, nous sommes impatients. Alors, donc, sur le Vésinet, on a 218 places en crèche disponibles. 2 crèches vont fermer, alors même que leur personnel, bien sûr, sont tout à fait compétents et on les remercie d'ailleurs ici. Ces 2 crèches sont Les Érables à Princesse, 25 places, et la crèche Sully à République, 12 places. Les familles viennent d'ailleurs d'apprendre par courrier que ces crèches sont fermées et que leurs enfants sont redéployés sur d'autres crèches, alors parfois près de chez elles et parfois très loin de chez elles. C'est notamment le cas de familles de princesses qui sont relocalisées dans la crèche du centre. Donc au total, ces 2 crèches, ça fait 37 places de fermées. Pourquoi, me direz-vous? Alors, on n'a eu que des explications vagues. Alors, soit la difficulté de recruter des personnels, effectivement, la mairie apparemment n'a pas anticipé, n'a pas réussi à recruter des personnels dans la crèche centre. Peut-être est-ce pour baisser les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté très significativement depuis le début du mandat, de près de 25%. On ne sait pas vraiment, mais le maire pourra certainement nous éclairer. En plus de ces 37 places, il était prévu de créer 35 places de crèche à Princesse par extension de la crèche pour accueillir notamment les enfants des familles nouvellement arrivées dans les 450 logements à Princesse. Alors, ces 35 places finalement ne seront pas créées, c'est un projet qui a été abandonné pour plusieurs raisons. Et à la place, la mairie a choisi de rénover la crèche du centre. Alors, la rénovation de la crèche du centre, c'est plusieurs mois de retard, mais c'est surtout un coût 3 fois plus cher que celui qui avait été budgété, puisqu'on avait budgété initialement 500 000 € et que le coût final est de 1,4 million d'euros. Mais surtout, dans cette nouvelle crèche, il n'y a que 25 places. Et pour les habitants qui vont l'utiliser, notamment ceux de Princesse, donc les habitants de Princesse vont devoir faire l'aller-retour, puisqu'il n'y aura pas de nouvelle place dans leur quartier, ils vont devoir aller tous les matins au centre et revenir le soir. Donc au total, on a payé 1,5 million d'euros pour rénover la crèche du centre. Pour perdre 37 places, avec la fermeture des 2 crèches en net, plus les 35 places de l'extension de la crèche Princesse, qui ne seront pas faites. 72 places en crèche. Donc on a payé 1,5 million d'euros pour perdre 72 places. Pour que les habitants de Princesse doivent faire les allers-retours tous les jours avec la crèche du centre, et pour que peut-être, si l'une des 2 crèches est privatisée, puisque c'est le projet qui est en cours à de nouveau, donc pour que les Vésigondins aient accès à un service de moindre qualité à un coût plus élevé. Donc en matière d'efficacité de la dépense publique, on a vu mieux. Donc c'est pour cette raison que nous votons contre cette délibération.
Très bien. Donc, juste 2 mots. Vos chiffres sont faux. Si vous les connaissez mieux que les agents qui gèrent ça pour la mairie. Comme d'habitude. Bravo. Mais il y a pas 218 places en crèche, mais il y en a exactement 233. Alors, c'est ce qui manquait sur le site du Vésinet. Hein, désolé, parce que nous, on n'obtient jamais les chiffres tous les ans. Par contre, Eh ben, alors, ne les inventez pas. C'est ça. Alors ne les inventez pas. Et quand vous dites que les crèches vont fermer, c'est Ils sont pas complètement inventés, faux. monsieur. Ils sont sur le site du Vésinet. Merci. Très bien. Monsieur Grégoire. Merci, monsieur le maire. Nous, on est très interrogatifs sur ce rapport des emplois, parce qu'effectivement, il y a des suppressions de postes, mais il n'y a pas de rajout de postes pour la police municipale. Et nous trouvons quand même dommageable qu'on fasse des postes pour des agents d'entretien, mais pas pour nos policiers municipaux. Donc, on votera contre cette libération. Très bien. Monsieur Burg. Oui, monsieur le maire, je ne sais pas ce que vous avez contre les habitants de Princesse, mais ils sont quand même assez malmenés parce que Stéphanie Cabossoras vient de nous rappeler, il y avait en 2021 un projet d'extension de la crèche Princesse qui devait être de 35 places plus 35 places. Et ce projet, vous l'avez abandonné. Ce que nous vous avions remonté, c'est qu'il fallait faire attention à la maîtrise foncière sur la crèche, puisqu'elle ne nous appartenait pas, elle appartenait à l'État. Et depuis 3 ans, vous êtes incapable de nous dire si l'État est en mesure de prolonger ou non ce bail emphytéotique que nous avons signé il y a très longtemps pour l'implantation de cette crèche. Mais malgré tout, au lieu de faire 35 places de plus à Princesse, vous faites 25 places en centre-ville. Maintenant, vous supprimez la crèche des Arabes. Alors vous allez me dire, on ne va pas la supprimer, on va la rouvrir en septembre, etc., etc. Alors, on ne peut pas vous croire sur ce point-là. Parce que, entre la première et la dernière délibération, nous avons à la fois la suppression des postes qui correspondent à cette crèche et le déclassement, la désaffectation du bâtiment qui abrite cette crèche. C'est-à-dire que vous supprimez les emplois et vous supprimez le bâtiment. Donc, si vous nous expliquez que ce bâtiment va rouvrir pour abriter une crèche privée en septembre, je veux bien l'entendre, mais je ne peux pas vous croire parce que ça ne correspond absolument pas à la réalité de ce qui se fera. Et je vous parie tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de crèche aux érables le 1er septembre. Indépendamment de cela, compte tenu de l'état des espaces naturels de la ville, où manifestement vous avez confondu le concept de ville-parc avec le concept de ville-prairie, je ne pense pas que le recrutement de jardiniers soit totalement inutile, puisque par ailleurs, vous n'avez pas maintenu les contrats qui auraient permis d'avoir un entretien régulier de nos espaces naturels. Donc pourquoi pas recruter des jardiniers. Maintenant, pour la Princesse, les remontées que nous avons ne sont pas des remontées encourageantes, non pas sur une hausse des lits durs, mais sur une augmentation de petites incivilités, de petits problèmes de la vie quotidienne qui mériteraient que la police municipale soit plus présente. Et je ne peux que regretter que nous ayons dans cette modification des emplois des recrutements de jardiniers et non pas de policiers municipaux. Voilà, merci monsieur. Très bien. Madame Carré. Alors, concernant les créations de postes, également, je me réjouis de cette création de postes pour des jardiniers. À la bonne heure, j'ai envie de dire, il serait temps en effet de vous préoccuper de nos espaces verts. L'état des pelouses de notre ville est une honte. Vous laissez pousser l'herbe à 1 mètre de hauteur. Ensuite, vous faites venir des prestataires qui ne sont jamais les mêmes. Et l'herbe est tellement haute qu'ils doivent venir avec des tracteurs pour faucher le foin, finalement, partant de la pelouse. Et au final, les pelouses sont totalement saccagées. La ville est dans cet état parce que vous ne la gérez pas, vous la négligez. Et puis, vous pouvez bien recruter des jardiniers, mais vous pouvez toujours recruter des jardiniers, pardon, mais quand vous n'avez toujours pas de directeur des services techniques, on se demande qui va guider ces jardiniers. Concernant les suppressions de postes dans les crèches, je le déplore également. Avant tout, je tiens tout de même à remercier l'équipe Petite Enfance qui compte 80 agents et qui accomplit chaque jour un travail extraordinaire auprès de nos enfants. Ces suppressions de postes dans les crèches démontrent que vous êtes dans une dynamique de suppression de berceaux et non dans une dynamique de création de berceaux, contrairement à ce que vous essayez de nous faire croire. Vous
supprimé donc des postes de puériculture, d'agents de puériculture et d'agents auprès des jeunes enfants à Sully et aux Érables. Donc 2 quartiers en fait qui sont en train de se densifier massivement. C'est un non-sens. Et donc le plus étonnant, c'est que malgré ces fermetures de 37 berceaux, vous avez confirmé en commission avoir un bilan positif à plus 4 berceaux. Alors j'ai fait des calculs très précis et je rejoins les propos de ma collègue Madame Cabot-Sur-Roc. J'ai fait un tableau crèche par crèche. J'ai calculé crèche par crèche le nombre de berceaux. Et j'ai trouvé pourquoi vous trouviez plus 4. J'ai compris. En fait, vous calculez à partir de juin 2024 à septembre 2024. Donc sur ces 3 mois, effectivement, on fait plus 4, puisque vous fermez de crèches et vous rouvrez des crèches qui avaient été fermées, donc la crèche centre qui avait été fermée pour travaux, vous la rouvrez, et vous rouvrez des berceaux qui avaient été fermés à Princesse par manque de personnel, ils sont rouverts. Donc là, effectivement, avec les plus et les moins, on arrive à plus 4. Mais ça, les familles, vos petites emboules sur 3 mois, elles s'en fichent. Ce qui les intéresse vraiment, c'est votre bilan de création de berceaux depuis le début de votre mandat en juillet 2020. Depuis juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui, que s'est-il passé? Et effectivement, ma collègue a totalement raison, vous avez détruit des berceaux. Donc en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on avait? On avait en juillet 2020 253 berceaux. Donc en fait, aux 233 berceaux sur le site internet, il y a également les 20 berceaux de la crèche intercommunale à Château, les petits maraîchers. Donc 253 en 2020, aujourd'hui on est à 206 berceaux. Donc nous avons perdu 47 berceaux, sans compter les 35 qui ne seront pas faits. Donc la crèche des petits maraîchers, en fait c'est une crèche intercommunale sur laquelle il y a 60 berceaux. Historiquement, le Vésinet avait toujours droit à 20 berceaux. Et bien aujourd'hui, le Vésinet n'a plus droit qu'à 5 berceaux. Nous avons perdu 15 berceaux sur cette crèche intercommunale. Une prouesse. Et donc ce qui est hallucinant, c'est que vous perdez 47 berceaux en investissant 1,5 million dans la crèche centre. Pour finir, je dirais un mot tout de même de la subvention de 637 000 € que la ville a perçue de Grand Paris Aménagement. Elle devait être affectée à l'extension de la crèche Princesse. Faute d'extension, par une pirouette, vous l'aviez affectée à la crèche centre, au motif, déjà assez discutable, qu'elle accueillerait les enfants de la ZAC Princesse. Mais en fait, ce n'est pas ça qui va se passer, puisque la crèche centre va accueillir les enfants des crèches Érables et Sully, comme ça nous a été confirmé en commission. Donc GPA est tout à fait légitime à vous demander le remboursement de cette subvention, et vous feriez mieux de provisionner cette somme. Donc pour résumer, cette suppression de 5 postes à la petite enfance traduit la destruction de 47 berceaux, plus les 35, un dépassement en dépensant 1,5 million d'euros, et en prenant le risque de devoir rembourser 637 000 € à GPA. Les familles sont bien les victimes de votre politique. Si c'est un procès d'intention, mais bon, ça ne m'étonne nullement. Monsieur de Chamberon. Merci, monsieur le maire. Au vu de ce que l'on s'est dit, on voit bien que la suppression de postes sur le personnel de crèche n'est pas une bonne opportunité. Donc j'ai prévu un amendement. Je vous remercie pour votre enthousiasme, ça fait vraiment plaisir. Considérant que la ville vient de construire. Lisez votre amendement. Merci, monsieur. Considérant que la ville vient de construire un nouveau quartier avec une population plus défavorisée, qui a besoin de services de garde à l'enfant. Stigmatisation, c'est la stigmatisation. C'est pas la stigmatisation. Il ne s'agit pas de stigmatisation. Il s'agit de. Monsieur le maire, si vous pouvez respecter la police de la santé, s'il vous plaît. Oui, mais vous ne pouvez pas tenir des propos aussi insultants pour une population. Les propos n'ont rien d'insultant. C'est totalement habile d'un élu de la République. Les propos n'ont rien d'insultant. Les propos n'ont rien d'insultant. Et au contraire, ce sont des choses particulièrement insultantes. De prendre en compte la situation. Laissons l'amendement, allez. Monsieur le maire, c'est à vous de faire respecter la police de la santé. Et c'est à vous aussi de respecter la décence des propos. Eh bien, les propos sont parfaitement décents. De dire que les populations sont défavorisées, c'est pas insultant. Voilà. Au contraire, c'est
Ça montre bien le problème. Allez, On ne avançons. prenait pas en compte les besoins de cette population. Avançons qu'on vote cet amendement. Donc je reprends. Oui. Considérant que la ville vient de construire un nouveau quartier avec une population plus défavorisée qui a besoin de services de garde d'enfants. Considérant, non je suis désolé, il y a aussi des logements sociaux. Et il y en a même quelques-uns, et je pense qu'on a le droit d'aider cette population. 250 logements sociaux. Considérant que la population est en augmentation et que des projets de nouvelles constructions sont prévus. Considérant que la ville a besoin de maintenir une bonne attractivité pour les jeunes familles qui scolariseront ensuite leurs enfants dans les écoles publiques. Considérant que la fermeture des 2 crèches semi-hérables entraînera la suppression de 37 places alors que les besoins en services de garde sont en augmentation. Considérant que ces crèches ne pourront pas être reprises par des organismes privés en raison de l'évolution des normes d'accueil et de la probable impossibilité d'obtenir une autorisation des réouvertures des versions ensuite. Il est proposé d'amender la délibération comme suit. Maintien des postes actuels. Les 5 postes actuellement prévus pour suppression seront maintenus. 3 postes d'auxiliaires de puériculture au grade d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps complet. 2 postes d'agents auprès des enfants au grade d'adjoint technique territorial à temps complet. Réévaluation des besoins en personnel. Une réévaluation complète des besoins en personnel de la petite enfance sera effectuée en prenant en compte l'augmentation de la population et les besoins futurs. Cette réévaluation doit permettre d'assurer une couverture adéquate des services de garde pour les familles du Vésinet. Plan de déploiement du personnel. Un plan de redéploiement du personnel sera élaboré pour optimiser l'affectation des ressources humaines actuelles dans les différentes structures de la petite enfance de la commune afin de répondre aux besoins croissants sans réduire la qualité de service. En conclusion, cet amendement vise à garantir que les décisions prises en matière de personnel permettent de répondre aux besoins actuels et futurs des habitants, en particulier ceux des quartiers Princesse et République, et à maintenir l'attractivité de la ville pour les jeunes familles. En maintenant les postes actuels et en réévaluant les besoins en personnel, nous veillons à ce que les services essentiels de garde d'enfants soient disponibles et accessibles pour tous les résidents. Très bien, l'amendement ne discute encore. On va tout de suite passer au vote de cet amendement, bien entendu. Donc, qui approuve cet amendement? 7. Ok. Qui s'abstient? 5, 6, 5. Pardon. 6. Qui vote contre l'amendement? 20. Ok, donc délibération suivante. À moins que vous ayez un autre amendement? Non. Non? Ah oui, il a dit. D'abord l'amendement. Voilà, donc avant de passer à la deuxième délibération, donc on va voter sur la modification du tableau des emplois. Qui vote contre? 13. Qui s'abstient? Qui vote pour? 20. Très bien. Délibération adoptée. Deuxième délibération, donc je vais également vous présenter. Il y a une délibération relativement simple qui est la signature d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la ville du Pec pour la réalisation des travaux de la rue du 11 novembre pour la partie qui est comprise entre la route de Croissy et la rue de la Liberté au Pec. Donc c'est un projet qui dure depuis longtemps. Voilà, donc là vous avez donc le schéma, et donc c'est vous le savez, on a plusieurs rues qui sont communes avec les villes voisines. Celle-ci en est une avec celle du Pec. Et donc la réflexion de cette rue qui est espérée par les habitants depuis longtemps est soumise au vote cette année avec le partage des responsabilités et de coûts entre la ville du Pec et celle du Vésinet dans le cadre des travaux de cette réflexion. Voilà. Donc le montant total des travaux est estimé à 472 737 € hors taxe. Et donc je vous propose de m'autoriser à signer cette convention. Monsieur de Chamberand. Merci. Je trouve que cette
Délibération n'est pas une bonne opportunité. Je ne vois pas quel intérêt nous avons à prendre en charge la maîtrise d'ouvrage sur ce projet. Je ne vois pas pourquoi la ville du Vésinet supporterait donc ces coûts de maîtrise d'ouvrage, notamment en termes de personnel. Je dois dire également que quand on regarde les projets que vous avez menés jusqu'à présent, c'est généralement un fiasco. Je pense au Général Matalou, je pense aux 5 millions de déplacements sur le parc Princesse, d'oublier les dépenses que vous avez prévues sur la crèche Princesse, sans avoir vu que c'était surveillance systématique. Et on pourrait continuer comme ça. Je pense aux travaux du gouvernement des États-Unis, où il n'y a pas d'accès PMR, l'accès PMR n'ont pas été réalisés. Et donc, je souhaiterais que ce soit plutôt la ville du PEC, qui est une ville qui est labellisée, qui porte la maîtrise d'ouvrage de ce projet. Donc, je propose un amendement pour changer. Donc, considérant que la ville du Vésinet n'a plus de directeur des services techniques depuis bientôt 3 mois, considérant que depuis l'arrivée de la nouvelle majorité, la gestion et le suivi des travaux par les élus ont été catastrophiques, entraînant d'importants retards de mise à disposition des équipements et des surcoûts importants. Considérant les dérapages financiers de 5 millions d'euros sur la construction des équipements du nouveau quartier du Parc Princesse et le retard d'1 an sur la livraison du gymnase, laissant l'école Princesse sans équipement sportif à proximité, considérant qu'il apparaît que la ville du Vésinet n'est pas en capacité d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux prévus rue du 11 novembre, considérant que la ville du PEC est labellisée ISO 9001 et Qualité-Ville, garantissant une gestion rigoureuse et efficace des projets, il est proposé d'amender la délibération comme suit. Premièrement, transfert de la maîtrise d'ouvrage à la ville du PEC, la maîtrise d'ouvrage des travaux de réfection de la rue du 11 novembre, pour la partie comprise entre la route de Croissy et la rue de la Liberté au PEC, sera transférée à la ville du PEC. Rôle de la ville du Vésinet, la ville du Vésinet assurera un rôle de soutien et de coordination avec la ville du PEC, mais ne sera pas directement responsable de la maîtrise d'ouvrage des travaux. Troisièmement, élaboration de la convention de mandat. Le conseil municipal mandate le maire pour élaborer une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la ville du PEC, définissant la responsabilité et les obligations de chaque partie. Cette convention devra être soumise à l'approbation du conseil municipal avant signature. Quatrièmement, garantie de suivi des travaux. Un comité de suivi composé de représentants des deux villes sera mis en place pour garantir le bon déroulement des travaux, le respect des délais et du budget, et pour assurer une communication transparente avec les habitants. En conclusion, cet amendement vise à garantir que les travaux de réfection de la rue du 11 novembre soient réalisés de manière efficace et dans les délais, en s'appuyant sur l'expertise certifiée ISO de la ville du PEC. En transférant la maîtrise d'ouvrage, la ville du Vésinet pourra éviter les erreurs de gestion précédentes et assurer la qualité et la sécurité des infrastructures pour ses habitants. Très bien. Comme je vous l'ai dit précédemment, pas de débat sur les amendements, donc on passe directement au vote. Alors, je sens qu'il y a pas de débat sur les amendements. Oui, Je ne comprends pas. pour passer au vote, qui vote pour? Qui vote pour cet amendement? Monsieur le maire, j'aimerais bien. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord avec Silence. Je serais Attendez. intéressé Une fois qu'on de a savoir. Monsieur Pur, vous devriez savoir qu'une fois qu'on a décidé de passer au vote, il n'y a plus Monsieur de le mélodie. maire, je voudrais savoir sur quel fondement vous nous indiquez qu'il n'y a pas de débat sur un amendement. Alors, je repose la question. Je vous ai dit qu'on passait au vote. Donc, qui vote pour cet amendement? Qui s'abstient? Qui vote contre l'amendement? 20. Donc, amendement rejeté. Nous allons passer maintenant au vote de la convention. Donc, sur le vote de cette convention, donc, qui vote contre? Monsieur le maire, je pense que. Il n'a pas pris la parole sur la délibération. Non. On va respecter les règlements, s'il vous plaît. Ce sera Il n'a pas pris la parole sur la délibération. Monsieur le maire, je voudrais savoir derrière Je vais vous faire un recours tout de suite si vous voulez, mais je vous dis que. Monsieur le maire, j'aimerais connaître Qui? la raison qui vous pousse ici à ne pas laisser la parole. Je laisse la parole à qui le demande en temps voulu. Mais il n'a pas Et le donc, temps parce que c'est qui a parlé. les débats sur les délibérations, les questions sur les délibérations se posent avant les amendements. Mais Alors, s'il vous plaît, qui vote contre? j'ai également une question. Je repose la question. Donc, sur cette
sur la convention, donc qui vote contre la convention? Alors, C'est qui s'abstient sur cette convention? Personne. Donc qui est pour? Délibération adoptée. Alors nous allons passer maintenant, donc à une délibération qui est sur la vente du lot privatif. Voilà, donc sur la vente du lot privatif, c'est moi qui vais vous présenter également. On anticipe, hein, parce que au cas où vous aurez un truc à dire, ça va maintenant parce que je ne sais plus trop quand je dois le faire. C'est très républicain de prendre un conseil municipal pour un stand de foire. Alors, monsieur le maire, je pense que les principes républicains sont en discuter et nous pouvons discuter de la manière dont nous envisageons. Alors, c'est incroyable, hein? Alors, donc, il s'agit donc de la vente du lot privatif, qui est un bien communal qui est situé 33 rue de l'Église. Donc, je vais vous refaire un petit point historique. Donc, cette maison donc, qui est inhabitée, qui n'est pas dans un superbe état. Donc, on l'avait mise en vente déjà il y a pas mal de temps, donc, et on avait reçu très peu d'offres sur le montant qui était proposé, qui était un montant qu'on avait mis d'ailleurs au-dessus de l'estimation des domaines, en espérant en tirer un maximum pour la ville. Bon, après, il y a eu un certain nombre de débats. Il y a eu 2 agences qui ont été. Il y a eu d'abord 4 agences qui ont décliné ultérieurement. Après, il y a eu 2 agences qui ont été donc mandatées pour vendre cette maison. Sur les 2 agences, il y en a une qui n'a pas fait beaucoup de visites et qui en a pas eu. Et par contre, il y en a une autre, dont je dirai le nom, mais qui a fait 63 visites pour arriver à des propositions qui sont des propositions en dessous du prix des domaines. Et donc, après consultation des domaines, ils nous disent que, bien entendu, on peut la vendre au prix qui est la proposition faite par l'acheteur, qui est à condition qu'on ait un intérêt général et qu'on ait une contrepartie. Donc, l'intérêt général que présente cette vente, c'est une maison qui est vide, c'est une maison qui est inoccupée, qui donc est à présent sans usage, qui est coûteuse à l'entretien et qui n'a aucun projet d'affectation. Je rappelle que c'est une maison qui n'a pas de parking, qui n'a pas de terrain. Voilà. Donc, ça concerne l'intérêt général. Et donc, l'intérêt général que présente l'implantation sur la ville de nouveaux habitants permettra cette vente et l'occupation du bien, la rénovation, la remise en conformité du bien et donc des droits de mutation et des taxes foncières pour la ville. Le deuxième point est relatif à la contrepartie pour la commune. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, la contrepartie pour la commune, c'est la perception immédiate des droits de mutation dans le cadre de cette vente, une fois qu'elle est complètement, qui est une maison complètement inoccupée, et la perception des taxes foncières qui sont induites par son retour dans le domaine privé. Voilà. Alors, Monsieur Burg. Monsieur le maire, j'hésite à déposer un amendement, comme ça je suis sûr que nous n'aurons plus de discussion sur cette délibération, parce que manifestement c'est la règle au conseil municipal du Vésinet de ne pas discuter lorsqu'il y a un amendement déposé. Vous avez parlé à la fois d'intérêt général et de contrepartie suffisante. Cette vente est dénuée de l'un comme de l'autre. Il n'y a aucun intérêt général à vendre à un prix aussi bas dans les naturelles des choses, et il n'y a pas de contrepartie suffisante. Parce que la simple perception des droits de mutation, pardonnez-moi, mais si nous le vendions plus cher, nous aurions plus de droits de mutation. Quand un propriétaire foncier se retrouve avec un bien qu'il n'arrive pas à vendre en raison notamment de la conjoncture économique, ce qui est le cas typiquement de ce bien, eh bien, Juste 2 ans, sans vouloir vous couper, mais je vous informe quand même qu'elle a été en vente pendant 2 ans. Certes, je comprends bien, lorsqu'un propriétaire foncier n'arrive pas à vendre un bien en raison notamment de la conjoncture économique, ce qui est précisément le cas en l'occurrence. Eh bien, ce propriétaire foncier a 2 options, le brader, ce que vous faites, ou bien le conserver et le destiner à un autre usage. Vous avez la possibilité de le conventionner auprès d'un bailleur social, vous avez la possibilité éventuellement d'y loger
à un prix du marché, certes, mais à un prix qui sera certainement intéressant d'autres agents municipaux. Il y a peut-être quelques travaux à faire avant. En tout cas, je ne pense pas que les travaux qu'il y aurait à faire atteignent le montant de la décote que vous affichez aujourd'hui par rapport à l'évaluation des domaines. Il est bien évident qu'avec une telle gestion foncière des biens de la ville, qui se rajoute à d'autres désastres économiques comme celui au niveau Pasteur, par exemple, nous vendons pour rien 10 mètres carrés à un bailleur social, je ne suis pas étonné que nous soyons amenés à emprunter de plus en plus d'argent au fil du temps. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Madame Cabot-Soras. Merci. De la même manière, je trouve ça assez choquant de voir que cela devient une habitude de brader le patrimoine de la ville en dessous de son prix. Ici, on est dans la situation d'une maison de 68 mètres carrés, 3 pièces, un terrain de 80 mètres carrés. L'estimation des domaines, c'est 420 000 euros et on la vend à 345 000 euros, soit 18% en dessous de son prix. Il n'y a pas d'urgence, comme disait M. Burg, on peut attendre. Voilà, ou bien l'utiliser à d'autres effets, notamment la louer en logement social. Alors, bon, on comprend bien que vous avez besoin de l'argent rapidement, vu la situation financière de la commune, mais ça n'est pas une raison pour brader le patrimoine de la commune. D'autant plus que ça devient une habitude. Vous avez pour projet de vendre le terrain pour faire la pension de famille de Pasteur. Alors là, c'est encore pire, une maison de 300 mètres carrés sur un terrain de 1800 mètres carrés, qui est vendu grosso modo 200 000 euros net à un bailleur social, une fois qu'on déduit les subventions octroyées par la mairie et la prise en charge des travaux. Donc, monsieur le maire, ce que nous vous demandons, c'est de mieux tenir compte des intérêts des Mésigondins quand vous vendez le patrimoine de la commune. Très bien. Pas d'autres remarques ce que vous dites sur vos interventions n'est pas tout à fait exact. Mais bon, c'est pas l'objet de la délibération. Donc, restons sur la délibération. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui vote pour? Délibération adoptée. Nous allons maintenant passer, je vais passer la parole à M. Metz pour une décision modificative sur l'exercice 2024. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je vais vous présenter la décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2024. Elle contient 4 opérations. La première, il s'agit de subventions d'équipement transférables perçues par la ville depuis plus de 10 ans et qui doivent être amorties sur 10 ans et qui ne l'ont pas été. Donc là, c'est dans le cadre de la revue des comptes suite au passage en M57 avec le comptable. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de comptes qui doivent être amortis et qui ne l'ont pas été en termes de subvention d'équipement. Donc là, on les amortit et donc c'est du non-cash, c'est-à-dire que c'est une opération uniquement comptable. Deuxième point, il s'agit de revoir un peu les crédits au profit de l'opération éclairage public. Donc là, il s'agit des LED et de la rénovation de notre éclairage public. Troisième chose, il s'agit d'ajuster les crédits au sein de l'opération centre-ville, ce qui nous permettra de réaliser des esquisses sur l'ensemble du centre-ville. Donc on accélère un petit peu les choses sur la partie esquisse, non pas juste sur une partie du centre-ville, mais sur l'ensemble du centre-ville, et ainsi de faire des maquettes. Et cela, c'est financé par une augmentation du FCTVA et un prélèvement sur les investissements hors opération. Et enfin, le quatrième point, c'est la suite logique de la délibération qui vous a été soumise tout à l'heure, de la convention avec la ville du PEC, puisque comme nous allons prendre à notre charge l'intégralité de l'opération, nous avons passé dans le budget d'investissement le montant nécessaire, donc la moitié de l'enveloppe du côté des dépenses d'investissement, et la même chose du côté des recettes, puisque nous allons refacturer ces dépenses à la ville du PEC. Voilà, donc là aussi c'est neutre en termes de résultats, on a le même montant en dépenses et en recettes. Voilà de quoi il s'agit sur cette décision modificative. Merci. Des questions?
questions. Alors, dans l'ordre, Madame Cabot-Surras. Merci. Alors, je voudrais revenir dans cette délibération sur un chiffre, 180 000 euros. C'est le montant des études sur le centre-ville que vous voulez encore ajouter au budget, alors qu'il a été voté il y a 2 mois. Donc, une fois de plus, le message est clair, il faut que vous arrêtiez de dépenser l'argent de la ville qui n'est pas le vôtre. Ces 180 000 euros s'ajoutent aux 755 000 euros d'études qui ont été inscrites au budget 2024 de la ville sur le centre-ville. Donc au total, cette année, vous prévoyez 920 000 euros d'études sur le centre-ville. On est à près d'1 million. Et on ne sait pas exactement où ça nous mène. Enfin, on en parlera après. En tout cas, les personnes qui étaient présentes devant la mairie tout à l'heure sont là pour protester contre cette utilisation absolument disproportionnée de l'argent public, alors même que les habitants ne sont pas consultés sur l'utilisation, sur les usages qui seront faits du centre-ville. Alors pourquoi est-ce qu'on rajoute 180 000 euros pour faire des dessins et englober tout le centre-ville? Mais vous savez très bien que vous n'aurez pas la capacité de rénover tout le centre-ville et d'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu merci. Et pour finir sur le dernier point, nous n'avons toujours pas le montant cumulé des dépenses de consultants pour le centre-ville depuis le début du mandat. Voilà, ça c'est quand même une demande qui est souvent remontée par les habitants, et une fois de plus, tout à l'heure devant la mairie, les habitants aimeraient savoir combien est-ce que vous avez dépensé pour des consultants depuis 4 ans pour rénover le centre-ville. À défaut, comme j'ai toujours pas ce chiffre, je l'estimerais entre 1 et 2 millions d'euros. Et bien avec ça, on aurait peut-être dû garder les 2 crèches ouvertes. Très bien, d'autres remarques? Madame Carré. Ah, pardon, il y a Monsieur Non, oui, mais Monsieur Maître, il y a une erreur dans. Il y a une erreur. J'aimerais rectifier parce que, en fait, le montant que vous annoncez, Madame Cabot-Surras, c'était la première délibération qui vous a été présentée en commission. En ce soir, nous avons rectifié ce montant qui est posé sur table. Il s'agit de 62 000 euros et non pas 180 000 euros. Ah, et vous regardez de présenter. Et ce ne sont pas pour des études, c'est pour des esquisses et une maquette. Voilà. Vous voulez la parole? Oui. Monsieur Gocci. Madame Carré. Merci, monsieur le président de finance, pour cette présentation. Je dois dire que c'est un peu une surprise pour moi, car ce ne correspond pas du tout à ce que vous avez présenté à la commission finance, et vous venez de le dire. En commission finance, vous demandiez 170 000 euros supplémentaires pour des études liées à la rénovation du centre-ville. Là, c'est 62 000 euros. C'est moins, mais toujours trop pour un projet de rénovation dont les économes ne veulent pas. Là, vous demandez 260 000 euros pour l'éclairage public. On n'a pas discuté en commission. Est-ce que c'est des sous-fonds ou pas? On va être obligé de voter à l'aveugle. En commission travaux, il nous a été annoncé un surcoût de l'ordre de 90 000 euros pour les travaux liés à l'accueil d'équipes de tir à l'arc au stade du Merlet. Ces 70 000 euros, ces 90 000 euros, pardon, n'apparaissent pas dans cette DM. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce qui fait que je ne suis pas sûr que cette demande de modification soit totalement sincère. Elle a été faite à la va-vite, un peu n'importe comment, sans concertation apparemment entre vous, et il manque des surcoûts. Nous allons voter contre. Très bien, Madame Carré. Tu veux répondre? Oui, je veux juste répondre là-dessus, parce qu'on ne va pas faire une DM à chaque fois qu'il y a un changement d'estimation sur des investissements qui ne sont pas dans des opérations. Tout simplement, si on change une estimation sur une opération donnée, eh ben, on va faire moins ailleurs. Et donc, on va se débrouiller avec la même somme totale allouée sur l'année. Voilà. Très bien. Madame Carré. Voilà, effectivement, c'est quand même étonnant de ne pas nous avoir, dans la présentation de la délibération, fait part des modifications par rapport à ce qui a été présenté en commission. Ça aurait été la moindre des corrections, à mon sens. En commission, ce qu'on nous a présenté en complément, donc il y a effectivement les 180 000 euros de frais d'études pour le centre-ville. Ça a quand même été présenté, donc je pense que ce chiffre n'a pas été inventé. Il a disparu là, mais il a été dit, donc il existe.
Et on vous a également expliqué que c'était pour des concertations, enfin des simulacres de concertation, puisque tout le monde sait que le projet est déjà ficelé. Donc là, vous allez encore dépenser 180 000 € pour faire des ateliers post-it et des petits stands sur la place du marché avec ma personne. C'est quand même cher payé pour faire croire aux gens qu'on les consulte. Par ailleurs, lors de la commission, parce que moi je m'attache quand même à ce qui a été dit en commission, hein, puisque je pense que ce sont des choses exactes, il y avait également 240 000 € pour la maison médicale. Une erreur d'écriture, mais ce sont 240 000 € pour la maison médicale qu'il faut ajouter au budget 2024 qui n'était pas, et maintenant qui sont, là on ne les voit plus, mais ça a été cité en commission, donc ça n'avait pas été inventé. Donc du coup, je voudrais en profiter pour refaire un petit peu les calculs sur la maison médicale. Donc acquisition en 2022, 1,6 million. Donc c'est l'objet de la délibération, puisque ça a été évoqué en commission. En commission, Madame Doro, on nous a dit il y a 240 000 € pour la maison médicale. J'en parle. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la délibération qu'on est en train de alors, là, j'ai la déclaration que vous avez distribuée en commission, d'accord? Il y a 240 000 €. Il y a 240 000 € de la maison médicale. Donc je continue mon calcul. 1,6 million pour les frais d'acquisition en 2022, plus 800 000 € de budget d'aménagement, plus les 240 000 € qui ont été ajoutés donc, sur l'ADL présentée en commission, ce qui fait un total de 2,6 millions. Rappelons qu'à ce stade, l'exploitation de la maison médicale n'a toujours pas démarré. Donc ça, c'est effectivement parce que cette DL devait inclure. Et ce qu'elle n'inclut pas, je rejoins ce que dit mon collègue, ce sont les dépassements sur le centre de tir. Hein, les coûts atteignent déjà 300 000 € au lieu de 220 000 €. Pourquoi ces dépassements? Parce que les travaux ne sont pas suivis. Ils sont réalisés en fait en dépit du bon sens. Les tranches sont réalisées dans le désordre, ce qui engendre des surcoûts. Nous voilà donc début juin, à 6 semaines des Jeux Olympiques. J'espère sincèrement pour notre ville que les travaux seront terminés à temps pour accueillir les équipes. Merci. Très bien. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Qui vote pour? Délibération adoptée. Délibération suivante est relative au budget annexe de stationnement sur l'affectation des résultats. Alors là, il s'agit de deux délibérations en fait, qui sont relatives au même point. En effet, elles sont relatives à l'affectation des résultats 2023 du budget stationnement. Et donc, il s'agit d'une régularisation de cette affectation de résultats. Il avait été incorporé à tort dans les résultats 2023 des dépenses d'investissement reportées sur 2024 pour un montant de 8 000 €. Donc là, on corrige cette affectation des résultats dans la prochaine délibération. Et dans la suivante, on vote la décision modificative pour tenir compte de cette baisse de dépenses. Pas de questions. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Tout le monde. Délibération adoptée. Donc, la dernière délibération relative aux finances. Voilà. Oui, il faut faire deux votes. Donc, sur la décision modificative des dates 2024, qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui vote pour? Tout le monde. Délibération adoptée. Alors, ensuite, on passe à une délibération, donc il y a une convention mise à disposition d'un équipement sportif avec la Fédération française de judo, entre autres, et c'est Madame Delpoche à qui je passe la parole pour présenter cette délibération. Bonsoir. Donc, l'objectif de cette délibération est de voter en fait une convention de mise à disposition d'un équipement sportif, puisque c'est comme dojo, avec la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et toutes les disciplines qui sont associées.
En fait, dans le cadre de la construction du nouveau centre socio-sportif Princesse, il y a donc la création d'un mini-dojo qui se fera et on a échangé avec la Fédération française de judo et des sports associés, puisqu'il y a un programme qui a été lancé par l'État qui s'appelle le programme Mini Dojo. Et l'objectif était de pouvoir intégrer ce processus pour obtenir une subvention dans le cadre de créer un dojo solidaire. Ce qui se traduit par le fait que la FFJA va prendre à sa charge 80% du montant qui va être déterminé. Donc le financement sera à 80% par l'Agence nationale du sport qui a des budgets alloués dans le cadre de ces dojos et 20% par la FFJDA directement, ce qui fait que le mini-dojo du centre socio-sportif sera pris en charge à 100% par la FFJA et l'ANS. En contrepartie de ce financement, il y aura une convention d'utilisation et d'animation de ce dojo solidaire qui sera passée entre la FFJDA et l'USV. Bien sûr, l'une des conditions, c'est que ce dojo soit utilisé aussi sur le temps scolaire par les écoles du Vésinet pour pouvoir faire vivre ce mini-dojo. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Monsieur Maléviton. Oui, merci monsieur le maire. Tout d'abord, veuillez noter, et pas oublier de noter cette fois, je ne prendrai pas parole, même si je suis indirectement concerné, mais je le suis quand même, sur mes fonctions du président du SV, donc je ne prendrai pas part au vote. Juste une remarque sur ce dojo, comme Madame Nécoche l'a dit, un mini dojo. Le regret qu'on peut avoir, c'est vraiment la taille, il est vraiment petit à l'usage, autant pour les écoles, je ne doute pas qu'il va être très utile, autant pour les associations, ça va être un petit peu compliqué compte tenu de sa taille, qui fait moins de la moitié du dojo de judo que beaucoup connaissent au Merlet, pour vous donner un ordre d'idée. Il fait moins de la moitié de ce dojo. Voilà, donc c'est juste le regret, mais néanmoins, on votera positivement cette convention, et encore une fois, personnellement, je m'abstiendrai, je ne prendrai pas part au vote. Merci. Juste pour préciser, je pense que c'est un regret, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un, ce qui n'était pas prévu dans le projet initial. Donc c'est peut-être un regret, mais je pense qu'au moins il a le mérite d'exister. Et il a le mérite d'exister en accord avec, d'ailleurs, la section judo et karaté que nous avons rencontrée et qui nous avait exprimé leurs besoins. Donc on a pu réussir à faire entrer ce mini dojo qui n'était pas prévu initialement. Donc je pense que c'est plus un plus qu'un moins. Très bien, merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Bon, délibération adoptée. Alors, on va passer ensuite donc à une convention de partenariat entre la ville et l'école élémentaire Pasteur pour la mise en place d'une classe orchestre, une seconde classe orchestre, pour la prochaine rentrée de Monsieur Irémy. Bonsoir. Vous vous souviendrez que lors du vote du budget, nous avions prévu une ligne spéciale pour l'ouverture de cette seconde classe d'orchestre à l'école au sein de l'école Pasteur, sachant le grand succès qu'on a eu avec la première classe. Et afin de bénéficier de la participation financière de l'association Orchestre à l'école sur l'achat des instruments de musique, il nous a été demandé de formaliser l'accord entre l'école et la ville du Vésinet. C'est donc cet accord prend la forme d'une convention de partenariat que l'on vous propose ici. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas de questions. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui vote pour? Tout le monde. Délibération adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer, donc je vais passer la parole à Madame Roman, qui va vous rapporter une modification des horaires d'entrée et de sortie de l'école maternelle Charmette. Donc, suite à une demande des parents, en conseil d'école, l'école Charmette va se mettre aux mêmes horaires d'entrée et de sortie que les écoles maternelles Centre et La Borde, ce pour que les parents puissent facilement amener leurs enfants en élémentaire à Palus et Merlette et les maternelles à Charmette sans être en retard. Donc, c'est une demande qui a été faite cette année, ça a été voté en conseil d'école. Et nous sommes dans l'attente de l'accord de la DAZEN.
Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette modification. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Je vais passer la parole à Madame Pentecoste à propos de la désaffectation et le déclassement du lot privatif bâtiment B de la copropriété domaine des érables. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais contextualiser cette délibération en rappelant que la ville est donc propriétaire d'un local à usage de crèche, qu'on appelle la crèche des érables, d'un peu plus de 200 mètres carrés, qui se situe au rez-de-chaussée d'un bâtiment qui se situe dans le domaine des érables. C'est une copropriété qui se trouve à l'angle du 1 rue de Verdun et du 33 rue des Cluses, juste à côté de la crèche Princesse. Comme je l'ai indiqué en commission, dans le cadre d'une réflexion globale sur la petite enfance au Vésinet, menée en concertation avec le service, bien évidemment, mais également avec les professionnels, nous envisageons de vendre ce bien qui, je le répète, ainsi que je l'ai dit en commission, resterait une crèche. Dès lors que les biens du domaine public sont inaliénables, il faut, pour permettre leur éventuelle vente, au préalable, procéder à la désaffectation du bien et au déclassement du bien, c'est-à-dire la sortie du domaine public. Je vous demande donc d'approuver cette délibération qui vise à la désaffectation au déclassement et autorisant le maire à signer tous les documents s'y rapportant. Madame de Mangin. Merci, Monsieur le maire. Le travail sur cette délibération est à l'identique de vos démarches habituelles, notamment dans la commission scolarité. Un manque total de transparence et un refus de transmettre les documents, ou même seulement les informations, quand on vous les demande. Lors de la commission, vous vous êtes distribué entre vous des copies des visuels et vous avez refusé de les donner aux autres membres de la commission. Attitude choquante. Les sous-entendus entre vous, laissez bien voir que vous saviez où vous vouliez aller et que vous ne nous en feriez pas qu'une fois les choses faites. Une vraie preuve de travail collaboratif. Sur le projet, nous ne savons rien réellement de ce que vous avez derrière la tête. Nous ne sommes associés à aucune réflexion. Nous ne savons pas ce qui se cache derrière. Personne ne peut sérieusement croire que vous ouvrirez en septembre des places de crèche, serait-ce avec un organisme privé. Nous voterons donc contre cette délibération sur un projet qui avance masqué. Merci. Madame Cabot-Surbasse et Madame Carré. Deux points. Merci. Moi, je soutiens tout à fait ce que dit Madame de Mangin. Deux points. Alors, le premier, c'est assez quand même cocasse, je le mentionne, mais mener la concertation avec les agents de la ville, c'est pas ça la concertation. Hein. La concertation, c'est avec les personnes extérieures à la mairie, et notamment les familles. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en demandant le déclassement et la désaffectation. Donc il y a la possibilité de vendre le bien ou de le louer, donc vous devez quand même avoir une petite idée. Voilà, les habitants ici aimeraient savoir pourquoi vous vendez le patrimoine de la ville, quel est votre projet derrière. Et combien. Madame Carré. Merci. Donc, cette désaffectation montre, encore une fois, qu'au Vésinet, ce sont les familles qui travaillent. La crèche des érables va fermer, donc c'est l'objet de cette délibération, mais la crèche suit aussi, il n'y a pas la délibération, mais elle va fermer également, ça a été confirmé en commission. Donc voilà, donc une délibération, pas deux, on ne sait pas, peut-être un oubli. Vos adjoints ont essayé de vous faire croire que les crèches seraient opérationnelles dès le 10 septembre, grâce à un prestataire privé. Ça a été quand même soutenu en commission. C'est absolument impossible, comme le disait ma collègue, puisque vous n'avez à ce stade encore ni l'avis des domaines, ni aucun acheteur, ni aucun locataire en vue. Le projet est totalement flou de votre côté. Sans parler qu'il y aura des travaux à effectuer. Donc on ne voit pas comment le 2 septembre, vous allez pouvoir accueillir des enfants dans cette crèche. C'est absolument impossible. Donc ce n'est pas la peine de dire des choses en commission qui ne sont pas exactes. Par ailleurs, je déplore le départ d'une des deux directrices de ces crèches. C'est très dommage parce qu'une directrice de crèche est une perle rare. Ça requiert un certain nombre de
diplôme, très difficile à recruter. Donc si vous aviez un prestataire qui devait prendre la crèche au 2 septembre, nul doute qu'il aurait été ravi de recruter cette directrice. En tout cas, c'est dommage pour la ville de la Terne. En commission, j'ai également tenté de comprendre les motivations financières de ces fermetures. Je vous ai demandé le montant des économies générées par ces fermetures, le montant des recettes attendues selon les scénarios, cessions ou locations. Vous avez répondu n'avoir à ce stade aucun chiffre. Sur ce point, je vous crois volontiers. Vous abandonnez donc l'exploitation de deux crèches sans avoir réalisé la moindre analyse financière. C'est quand même extraordinaire. Sachant que je rappelle tout de même que l'année dernière, il y a eu des travaux dans la crèche des Érables pour 30 000 €. La cuisine est flambant neuve, hein, donc il n'aurait peut-être pas fallu faire les travaux si c'était pour la vente derrière. La vérité, et cela a été finalement admis en commission, c'est que vous n'avez pas réussi à recruter du personnel pour la crèche centre qui doit rouvrir en septembre. Alors, dans la panique, vous avez décidé de fermer les crèches. Et le surplus de personnel vous permet de rouvrir les 16 berceaux que vous aviez fermés il y a un an à Princesse. Voilà. Ce sont les familles qui trinquent. Est-ce le résultat d'une mauvaise gestion ou d'un choix délibéré? Le résultat est le même. Très bien. Madame Pablo, la réponse. Ah d'accord, ok. Je n'ai pas vu lequel des deux avait. Étiez-vous d'accord? Allez, monsieur Burg. Oui, monsieur le maire, j'avoue que je n'ai pas compris cette délibération. Parce qu'il y a finalement deux hypothèses qui nous ont été présentées, soit la possibilité de louer le bien à un opérateur privé, et dans ces cas-là, d'espérer que la crèche rouvre en septembre, soit de le vendre, éventuellement à un opérateur privé. Je me permets de vous mettre en garde sur le fait que si vous le louez, vous êtes très très proche d'une délégation de service public. Ça, c'est le premier. Après, vous pouvez toujours décider de le vendre, mais si vous avez décidé de le vendre et si vous avez déjà été approché par un opérateur, il aurait quand même été, je pense, pertinent de nous en informer et de nous indiquer quels sont les montants estimés pour cette vente d'un bien communal. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, les crèches municipales sont en mesure de proposer aux parents des tarifs que beaucoup de crèches privées ne peuvent pas leur proposer. Ce n'est faire insulte à personne que de considérer que dans un quartier où 50% des logements sont des logements sociaux, habités par des personnes modestes, il peut y avoir un besoin d'équipements municipaux proposant des services de garde d'enfants à des prix qui ne sont pas ceux pratiqués par les crèches privées. C'est vraiment ne faire insulte à personne que de rappeler cette vérité. Franchement. Et par conséquent, les sortes de cris d'orfraie que j'ai entendus tout à l'heure sont tout à fait indécents. Et je pèse mes mots. C'était ma dernière observation sur ce point. Merci, monsieur de Chamorro. Oui, sur cette délibération, j'avoue qu'on ne comprend pas très bien où vous voulez aller. Peut-être vous-même ne comprenez pas non plus. Manifestement, on n'a pas les éléments. On ne sait pas si vous allez la vendre, on ne sait pas combien vaut ce bien qui n'a pas été évalué par les familles. Et je me demande quelle urgence on a à voter cette délibération ce soir. Pourquoi ne pas attendre? De toute façon, on sait très bien que les places de crèche ne seront pas réouvertes au 2 septembre. Pourquoi ne pas attendre fin septembre, que nous ayons les éléments, de façon à pouvoir prendre une décision éclairée? Très bien. Y a-t-il d'autres? Non. Madame Pancros voulait apporter un élément additionnel. Oui, je voulais faire remarquer que dans un cas, on nous dit qu'on avance masqué, dans l'autre cas, on nous dit que tout est flou. Donc, visiblement, l'analyse est différente d'un côté de l'autre. Comme d'habitude, vous pratiquez la désinformation, et je trouve que c'est absolument lamentable d'agiter un chiffon rouge devant les parents face à une situation qui n'a strictement rien de dramatique, de manipuler les informations face à un sujet qui est aussi sensible. Cette délibération, elle est extrêmement claire. Elle indique bien qu'il y a une réflexion globale qui est menée sur le sujet pour un certain nombre de raisons que j'ai exposées en commission. Et elle indique bien qu'au stade de la réflexion, on a un préalable qui est indispensable, qui est cette désaffectation et ce déclassement. Donc à ce stade, il n'y a
rien de décidé, ni de vente, ni de location. Je prends bonne note de votre remarque, M. Burg, sur l'éventuel risque concernant une DSP. On en est bien au stade du projet et c'est bien la délibération que je vous demande d'adopter. Monsieur Grouchko. Oui, je peux vous avouer que cette délibération me laisse un peu perplexe, parce que on ne le fait pas dans l'ordre. Si vous voulez la privatiser ou la donner en DSP à quelqu'un d'autre, on dirait tout à fait dans le cadre de la DSP, du projet qui va avec. Mais là, on ne comprend absolument pas ce que vous voulez faire, pourquoi vous le faites, pourquoi pas faire une DSP, pourquoi tout c'est des choses qui se font, vous avez peut-être des problèmes de recrutement, qui est une chose tout à fait normale et très difficile dans le monde de la crèche. Ça n'a rien de scandaleux de faire une DSP, mais là, pourquoi faire une désaffectation, un déclassement sans même connaître le projet? Il n'y a aucune urgence à faire ça. Si on voulait faire, si vous voulez la privatiser, si vous voulez la vendre, si vous voulez faire une DSP, si vous voulez faire autre chose, faites-le et vous ferez dans la délibération en même temps. Mais à quoi ça sert de faire ça sans même qu'on sache ce que vous voulez faire? Ça laisse perplexe. Résultat, toutes les fantasmes ou supputations ou je ne sais quoi fleurissent. Évidemment, quand il n'y a pas de transparence, on a toujours tendance à imaginer des choses fantaisistes, je dirais, ou négatives. Et donc, pourquoi mettre de l'obscurité sur ce projet, alors que si vous souhaitez créer une DSP sur cette crèche, pourquoi pas? Ça n'a rien de scandaleux, toutes les villes le font, et faisons les choses dans l'ordre. Pourquoi déclasser et après faire une DSP? Les deux doivent se faire en même temps. Quant il n'y a aucun délai pour faire l'un sans l'autre. D'autant part, ce qui nous laisse aussi perplexe, ce qui laisse tout le monde perplexe, c'est que vous voulez la déclasser. On est au mois de juin, donc on ne voit pas bien comment est-ce que l'opération pourrait, si vous voulez la privatiser ou créer une DSP là-dessus, comment les choses pourraient être opérationnelles d'ici le mois de septembre, au démarrage des activités de la crèche. Donc tout ça laisse perplexe, sans vouloir vous prêter des pensées négatives, des choses perverses, mais en tout cas, le fait de cette non-transparence et de choses dans le désordre laisse supputer tout un tas de choses dont on ne comprend pas bien l'intérêt. Ok, merci de toutes ces remarques. Bien entendu, le projet va évoluer, vous serez informés en temps et en heure, et ça ne passe pas en commission, bien entendu. Alors, il n'y a plus de remarques, nous allons passer au vote. Qui vote contre? 13. Qui s'abstient? Seul. Qui vote pour? 20. Très bien, délibération adoptée. Alors, nous allons passer maintenant donc, à la dernière délibération, qui est la délibération sur la modification du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, comme vous le savez, donc, il y a eu un groupe de créé avec l'ensemble des groupes d'opposition en représentant chacun des groupes non majoritaires et le groupe majoritaire, bien entendu. Donc, ça remonte à quelque temps. Il y a eu plusieurs réunions et donc avec une demande de modification du règlement intérieur, lequel vous a été envoyé en même temps que la convocation. Donc, globalement parlant, les modifications portent sur 3 articles pour lesquels vous aviez exprimé donc, un certain nombre de remarques et de souhaits. Donc, la première modification donc, est relative à l'article 18 qui concerne le droit d'expression et le droit d'interruption de la parole à tous les membres. Je ne vais pas vous lire tout le détail, mais vous l'avez lu déjà, j'en suis sûr. Et la seconde modification est une modification qui porte sur l'article 20, qui est le moment et le délai d'envoi sur des questions diverses. Et la troisième modification porte sur la limite des écrits d'expression, que ce soit sur les écrits ou que ce soit sur les signes, ou que ce soit sur les images ou sur les photos. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, des remarques, des questions sur cette modification du règlement intérieur? Je passe la parole à M. Burg. Oui, monsieur le maire, j'ai 3 séries d'observations. Merci.
J'ai 3 séries d'observations sur ce premier règlement intérieur. D'abord, à la lecture, il arrive toujours, dans les textes, il arrive toujours qu'on ait laissé une petite coquille, une petite scorie, un petit souvenir du passé qui se trouve totalement inopportun. C'est le cas à l'article 12, où il est prévu le conseil municipal règle par sa délibération des affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, parce que là, rien de particulier, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Ce qui suit, à mon avis, est parfaitement illégal. Lorsque le conseil municipal régulièrement requis et convoqué refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les sujets. Dans la version que nous avions, il y avait d'ailleurs un délai. En réalité, c'est à chaque fois que le conseil municipal, que la ville est sollicitée pour donner son avis, c'est le texte qui prévoit cette consultation qui fixe les conditions dans lesquelles la ville émet son avis. Et le conseil municipal est totalement incompétent pour décider si, comme nous le ferions en votant, en approuvant ce règlement intérieur, pour décider si, à défaut de consultation, notre avis est favorable ou défavorable, ou tout simplement si le maire peut y passer. Je pense que nous ne devrions pas laisser ce nombre de phrases dans ce règlement intérieur. Nous le laisser, mais il m'apparaît totalement illégal dans l'état actuel. C'est la première observation. Deuxième observation concerne plutôt la façon dont nous vivons l'application de ce règlement intérieur, et notamment sur la réunion de commission. Et une certaine conception du dialogue démocratique. Le dialogue démocratique, ça consiste à accepter d'abord d'avoir une position, et ensuite à accepter de l'entendre lorsqu'elle a quelque chose à dire. Ça ne signifie pas accepter de suivre tout ce que dit l'opposition, évidemment, mais ça signifie au moins de l'accepter et de travailler de bonne foi avec elle. Dans beaucoup de communes, il y a des commissions spécialisées comme le Vésinet. Dans la plupart des communes où ces commissions spécialisées existent, les projets de délibération sont envoyés aux membres des commissions une semaine avant la réunion des commissions. Ça permet, dans le cadre des commissions, d'avoir effectivement un dialogue, de poser des questions. Ça permet également de ne pas reposer ces questions au conseil municipal. Et donc, d'avoir un conseil municipal dans lequel nous faisons part de nos observations, nous pouvons avoir des positions qui ne sont pas conciliables. C'est tout à fait normal, c'est la vie démocratique qui veut ça. Mais au moins, nous avons eu la possibilité de poser des questions en commission sur des documents dont nous avons pu prendre connaissance et que nous avons pu étudier. Pour ce conseil municipal, je suis allé à 3 commissions. Alors, la commission culture, je me suis trompé d'heure, je suis arrivé à 18h30, j'étais à 18h, j'ai croisé Ludwig Metz, et manifestement, soit la commission culture a été annulée, soit elle était déjà terminée. Ça, c'est la première commission. Deuxième commission, la commission urbanisme, travaux publics. J'avais posé un certain nombre de questions à Mme Capas par mail, quelques jours avant la commission, je n'ai eu aucune réponse précise. C'est faux. Indépendamment de ça, je n'ai eu aucune réponse précise. C'est faux. Précise. Donc en fait, déjà, c'est pas je n'ai eu aucune réponse, vous avez donc tort. Madame Capas, je vais répéter pour la 4e fois pour les marques comprenantes de ce conseil, je n'ai eu aucune réponse précise. Très bien. Non, il l'a dit dès le début. Mais je l'ai dit dès le début, Mme Capas. Il n'y a pas de sourd que celui qui ne veut pas On va entendre. dire que les réponses que je vous apporte ne sont pas au niveau de vos attentes. Et j'en suis désolée. Ok, allez, Elles ne sont pas continuons. précises. Continuons. Par ailleurs, lors de cette commission, au préalable de cette commission, aucun document ne nous a été adressé. Aucun. À l'issue de cette commission, je remercie ici M. Bernard Mandagaran de nous avoir adressé la copie des slides qu'il avait fait. Pour ce qui est des slides de Mme Capas, nous attendons toujours. Pour ce qui est d'un compte rendu de cette commission, nous le recevrons peut-être après le conseil municipal. Donc voilà la manière dont se déroulent les commissions. En commission finance, où je suis également allé, nous n'avons eu aucun document avant la commission. Nous avons eu des documents en séance,
Nous n'avons eu aucun document avant la commission. Et il s'avère que la principale délibération qui a été discutée lors de cette commission finance a finalement été modifiée pour être totalement différente, déposée sur table aujourd'hui. C'est-à-dire que la délibération que nous avons eue aujourd'hui sur table n'est pas celle sur laquelle nous aurions pu discuter en commission finance et nous aurions pu éventuellement travailler pour préparer le conseil municipal. Dans ces conditions-là, comment voulez-vous qu'il puisse y avoir le moindre dialogue démocratique? Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir dans ce conseil municipal une ambiance qui ne soit pas une ambiance d'affrontement? À partir du moment où nous ne pouvons pas discuter des projets avant qu'ils soient présentés au vote, et à partir du moment où, sur ces projets, les éclaircissements qui sont demandés ne sont pas apportés. Cette façon de fonctionner, qui me semble extrêmement nuisible, ne génère pas de la facilité pour vous, de la majorité et pour vos services, mais elle génère de l'affrontement nécessairement. Et ça ne fait pas. Et c'est ce qui se passe depuis 4 ans. C'était ma deuxième observation. La troisième observation concerne les groupes de travail. Le règlement intérieur ne dit pas grand-chose des groupes de travail. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que, sur un point particulier, les élus peuvent constituer, le conseil municipal peut constituer un groupe de travail. Il n'y a pas d'autre façon légale que celle prévue par le Code général des collectivités territoriales de créer un groupe de travail. Ça signifie que le groupe de travail Raymond Vésinet, qui avait été créé au début du mandat, n'a strictement aucune valeur légale, il est totalement illégal. Ça signifie également, j'ai entendu dire que Mme Leonardi, et c'est une excellente initiative, avait choisi, pour sa part, de créer également un groupe de travail pour avoir un certain nombre de sujets de réflexion et d'échange sur l'environnement et le développement durable. Ça me semble très bien. Il est indispensable que ces groupes de travail soient créés par la délibération du conseil municipal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée un groupe de travail par la délibération du conseil municipal, on en décide en toute transparence. Et ce point est important. À la fois la composition et le fonctionnement. Parce que ce que j'ai vécu sur Raymond Vésinet, c'est que Mme Picapas décidait d'accueillir un tel ou un tel, ou de ne pas accueillir, ou de ne plus accueillir d'autres personnes, etc., en fonction des propres règles qu'elle-même édictait dans son petit coin, si je veux dire, mais sans en avoir échangé avec personne, et surtout sans en avoir discuté en conseil municipal, en moment en commission. Et ces règles, à la limite, si elles avaient été fixées dès le départ et qu'elles avaient pu changer, tant mieux. Mais ces règles avaient tendance à évoluer dans le temps. On ne peut pas fonctionner de cette manière-là sur un groupe de travail qui est amené à éclairer les élus sur les décisions qu'ils vont prendre ensuite en conseil municipal. Il est indispensable que ces groupes de travail soient créés par une délibération du conseil municipal qui en fixe à la fois la proposition et le fonctionnement. C'était, et sinon, enfin, dernière chose, merci d'avoir soumis cette modification du règlement intérieur à nos votes. Je pense qu'il était temps. Nous avons quand même eu une réunion il y a un peu plus d'1 an sur le sujet. Depuis, ça a été silence radio. Et avant cela, nous avons eu une précédente modification du règlement intérieur, dans un sens qui était, à mon avis, très défavorable à la démocratie locale, sans passage en commission et avec un simple passage en conseil municipal. Donc, mieux vaut tard que jamais, et un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Finalement, je me réjouis que, enfin, cette modification arrive devant ce conseil municipal. Monsieur Deschamps. Merci, monsieur le maire. Je vais quand même vous préciser, moi qui suis quand même dans l'intercommunalité, qu'on parle beaucoup avec les autres maires de commission, et je crois qu'au Vésinet, c'est nous qui avons le plus de commissions et le plus d'échanges avec les différents élus. Voilà, c'est juste une petite précision. N'oubliez jamais ça quand même, quand on parle de refus de démocratie, c'est pas tout à fait. Puisque mais ça, vous en parlez, je dirais que quantité de vos paquets. Et très honnêtement, je rejoins tout à fait ce qui est dit tout à l'heure par la dame de Bonjour. Clairement, ce qu'on a vécu en commission scolaire petite enfance, notamment sur les crèches, c'est tout à fait inadmissible, tout comme le compte rendu que nous avons reçu, qui n'est pas sincère, puisqu'il ne comprend pas l'intégralité des positions qui ont été exprimées. C'est plus
finalement un document, ce compte rendu, d'une réunion de communication que d'un travail de commission. Voilà. Alors j'avais prévu de commencer mon intervention par saluer quand même quelques améliorations dans ce règlement intérieur, notamment sur les questions diverses, et j'en suis tout à fait satisfait, également sur les moyens de communication. Voilà. Je souhaiterais par contre faire la remarque qu'il manque dans ce règlement, je ne sais plus si ça avait été évoqué ou pas, la commission de contrôle des comptes, qui est obligatoire, puisque nous avons plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement, et pour les entreprises privées qui sont liées à la commune par convention financière, la demande de compte périodique. Et donc, il y a donc une obligation légale de création de cette commission de contrôle des comptes, et qui est stipulée aux articles R2222-3, R2222-1 et R2222-6 du CGCT. Je voudrais quand même, par contre, revenir sur ce fameux article 18 qui concerne le vieil débat. Et là, très franchement, je pense que nul ne peut se satisfaire de la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. Et nul ne peut se satisfaire de la réécriture qui, finalement, est très légère, voire imperceptible, et qui ne règle pas le problème. Alors, avant de poursuivre, parce que je souhaiterais déposer un amendement afin d'avoir une façon de procéder qui soit plus respectueuse des Vésigondins et qui soit plus respectueuse aussi entre nous. Avant de poursuivre, je voudrais savoir si mes collègues auront le droit de prendre la parole après le dépôt de cet amendement, ou si vous avez prévu de les empêcher de parler. Bon, avant de passer donc, à la présentation de l'amendement, je me suis inversé l'ordre de parole, je vais bien vouloir m'en excuser. Madame de Mangeat. Parce que c'est un moment, d'accord. Ça tombe bien parce que justement, je vais en parler. Nous sommes satisfaits de voir qu'au bout d'un an, les choses évoluent enfin, car cette année d'échanges très tendus en conseil municipal résulte pour moi directement dans la manière dont vous avez bloqué le fonctionnement démocratique, en particulier par quelques éléments du règlement intérieur précédent. J'espère que ce nouveau règlement intérieur vous empêchera de reproduire ce que nous avons constaté lors de la présentation des 2 premières délibérations de ce conseil municipal, où vous avez inventé des règles au fur et à mesure quand cela vous arrangeait, de type celle-là, celle duquel je parle justement maintenant, et vous avez laissé vos collègues de la majorité hurler en meute sans les stopper, malgré le devoir de police. Très bien. Madame Cabot-Sura. Oui, bah, écoutez, moi je voulais quand même vous remercier pour ce règlement intérieur. Voilà, ça montre quand même une ouverture d'esprit, donc je souhaitais le dire, il y a aussi du positif et il ne faut pas le cacher dans ce qu'il y en a. Donc c'est vrai que nous avions discuté autour d'un groupe de travail, les différents partis d'opposition et le groupe majoritaire, pour voir comment améliorer ce règlement intérieur qui avait été adopté précédemment de manière un peu directive. Donc il y a plusieurs améliorations qui vont tout à fait dans le bon sens, qu'on salue, et je souhaite vous remercier pour ça. Voilà, j'aimerais juste que le même esprit d'ouverture soit à l'œuvre également en commission. Je rejoins tous mes collègues. C'est très dommage. Dans de nombreuses commissions, donc les présentations qui sont faites en commission ne sont pas envoyées. Donc nous, membres de l'opposition, on est obligés de prendre des photos en séance, c'est absolument ridicule. Et puis certains documents continuent à ne pas être envoyés avec l'ordre du jour. Un exemple très récent, la convention sur le judo, par exemple, où il n'y a rien de secret dedans, n'était pas envoyée avec l'ordre du jour de la commission sport, donc on n'a pas pu en discuter. Comme d'ailleurs ce règlement intérieur qui n'a pas été joint à l'ordre du jour de la commission à laquelle vous étiez et qu'on a découvert au conseil municipal. Bien. Monsieur Deschambault, vous présentez votre amendement. Merci. En préambule, je voudrais dire que les débats que nous avons autour de cette table ne sont pas une succession de monologues sans interaction entre nous. Et je pense que c'est important pour cette qualité de débat, et c'est le sens de l'amendement que je dépose. Considérant que l'article 18 du règlement intérieur actuel du conseil municipal présente les débats comme une série de monologues, limitant ainsi l'interactivité et la richesse des discussions, considérant qu'un débat constructif et démocratique doit permettre aux élus d'interagir, de répondre et de réagir aux interventions des autres, assurant ainsi une prise de décision éclairée et transparente, considérant que la gestion équitable de la parole est essentielle pour refléter fidèlement la diversité des opinions
et des représentations au sein du conseil municipal, considérant que le rappel à l'ordre par le maire pour recenser les interventions sur l'affaire soumise au vote est nécessaire pour maintenir la pertinence et l'efficacité des débats, considérant que la possibilité pour chaque groupe d'élus ou élus isolés de fournir l'explication de vote avant délibération renforce la transparence et la compréhension des positions de chacun, considérant que ces modifications contribuent à enrichir la qualité des débats, à garantir une gestion équitable et transparente des interventions et à renforcer la dynamique démocratique au sein du conseil municipal, vous proposez d'amender l'article 18 du règlement intérieur comme suit. Direction des débats. Le maire dirige les débats, accorde la parole dans l'ordre des demandes. En cas de demande simultanée, la parole est accordée en tenant compte de l'importance des groupes. Rappel à l'ordre. Le maire rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote, si besoin, et afin de maintenir la pertinence et l'efficacité des discussions. Nature des débats. Il ne peut limiter les débats à une intervention par élu. Un débat n'est pas une suite de monologues. Chaque élu doit avoir la possibilité de réagir et de répondre aux interventions précédentes dans le respect du temps imparti pour la séance. Et donc, explication de vote. À la fin du débat, et juste avant le vote ou délibération, chaque groupe d'élus ou élus isolés peut, s'il le souhaite, faire part d'une explication de son vote, de son ou de leur vote, résultant du débat qui vient d'avoir lieu. Voilà, je pense que nous devons tous également avec ce type. Je vous remercie. Très bien. Bon. Qui vote pour cet amendement? 7. Qui s'abstient? 6. Ok. Qui vote contre l'amendement? Peu d'abstention. Très bien. Madame Doro. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais présenter un amendement relatif à l'article 18 du règlement intérieur du conseil municipal. Cet amendement concerne l'article numéro 18 du règlement intérieur portant sur les débats ordinaires qui ont lieu en séance du conseil municipal. Premièrement, je souhaite proposer au vote du conseil municipal de rétablir le droit du maire d'inviter à conclure brièvement ou de mettre un terme à l'intervention de tout membre du conseil municipal, d'autant plus si l'intervenant s'écarte de la question traitée. Deuxièmement, le présent article ne contient pas de disposition sur le temps de parole accordé aux membres du conseil municipal. Je souhaite ainsi proposer au vote du conseil municipal de fixer à 6 minutes le temps d'intervention par orateur. Cette règle a pour objet d'éviter les prix. S'il vous plaît, on a écouté M. de Chambouran, donc j'aimerais qu'on écoute jusqu'à la fin. Merci. Cette règle a pour objet d'éviter les prises de parole exagérément longues, voire dilatoires. Ces deux dispositions se rattachent au pouvoir de police de l'Assemblée délibérante dont est investi le maire et ne méconnaissent pas le droit d'expression des conseillers municipaux, selon la décision numéro 2008-152 du tribunal administratif de Versailles en date du 7 décembre 2022. Proposition de rédaction de l'article 18 des bases ordinaires. La parole est accordée par le maire au nom du conseil municipal qui la demande. Il détermine l'ordre des intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent des demandes de prise de parole. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenu du maire, président de séance. Au-delà de 6 minutes de prise de parole, le maire, président de séance, peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure brièvement. À défaut, le maire, président de séance, peut mettre un terme à l'intervention. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée, le maire, président de séance, peut interrompre l'orateur pour lui demander de recentrer son intervention sur l'objet de la question à traiter. À défaut, la parole peut lui être retirée par le maire, président de séance. S'il le juge utile, le maire peut décider de recenser toutes les questions et observations des conseillers municipaux sur le point abordé. Une fois les interventions épuisées, il prend la parole à son tour ou la donne aux élus compétents pour y répondre, éventuellement sans avoir à donner suite aux nouvelles demandes de prise de parole qui pourraient être formulées ensuite. Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.
On comprend pourquoi vous ne voulez pas qu'on intervienne après les amendements. Bah ouais, c'est On va voter. Non. Ah bah non, Je crains malheureusement que ces propositions et ces amendements ne soient pas légales, pardon. Et que la question, en effet, de la longueur des interventions que vous évoquez a déjà été très largement débattue et dans je ne sais combien de jurisprudences qui ont ennuyé beaucoup de municipalités en France. Ce qui n'est pas notre cas ici, puisque nous n'avons aucune personne délibérément bavarde, comme nous avons pu en connaître pour ceux qui sont là depuis plus longtemps dans le passé. Et malheureusement, la chose a été débattue et jugée en la matière. Donc je crains que, on comprend bien votre démarche, que ici je ne sais pas très bien à qui elle s'adresse, mais que malheureusement, elle n'a pas malheureusement de fondement juridique. Jugement du tribunal administratif, monsieur Rouchko. J'invite à notre documentation. Qui vote contre cette délibération? Qui vote contre l'amendement? non, mais là, il faut que Qui vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Laquelle vous abstenez? Ok. Qui est pour? Vous aviez montré un peu de bonne volonté. C'est guignol. c'est ridicule. Monsieur Assou. Je voudrais apporter également un amendement de l'article 20 du règlement intérieur afin d'accorder davantage de facilité aux élus du conseil municipal pour poser des questions diverses. Cet amendement a en effet pour objet de modifier l'article 20 du règlement intérieur afin de prévoir un délai de 24 heures au plus tard avant la séance du conseil municipal pour la transmission des questions orales par écrit au jury. Un maximum de 3 questions par groupe sont également instaurées. Un tel délai est justifié par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. De cette manière, l'ordre du jour est déjà transmis aux membres du conseil municipal, leur permettant de préparer des questions sur tous les sujets abordés. Sachant qu'actuellement, le délai de la transmission des questions orales était de 48 heures après la réception de la convocation et que les questions étaient limitées à 2 par groupe, je souhaite donc que nous accordions davantage de facilité aux élus du conseil municipal pour poser des questions diverses. Je rappelle l'article L 21-21-19 du Code général des collectivités territoriales qui stipule que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. En somme, le droit d'expression des conseillers municipaux n'est pas limité, mais simplement réglementé, conformément à l'article précédemment cité. Enfin, il apparaît impossible d'imposer un délai de 5 jours pour les réponses ultérieures à fournir aux questions orales, pour s'assurer de la pertinence et de la complétude de ces réponses. Ainsi, la proposition de rédaction de l'article 20 que je fais est la suivante. Lors de chaque séance du conseil municipal et après épuisement de l'ordre du jour, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales. Ces questions orales portent sur des sujets d'intérêt général, mais ayant trait aux affaires de la commune. Pour la pertinence des réponses apportées, les questions doivent être adressées par écrit au maire 24 heures avant la séance ou plus tard et limitées à 3 questions par groupe. Le maire joint le conseiller délégué envoie une réponse ultérieure. Si le nombre, l'importance ou la nature de la question orale le justifie, le maire peut décider de les renvoyer à une réponse ultérieure. Si l'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour l'examen au conseil permanent du conseil.
Ces questions diverses, nous avons la prochaine.